Les prochains événements, donc le 11 octobre, donc la grosse garden party. Je suis un éternel révolté, moi. C'est juste que les gens, le temps, même le temps d'un week-end, le temps d'un événement, qui déconnectent de tout ça. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait l'interview de Naya. Donc bonjour Naya. Bonjour Eric. Comment ça va aujourd'hui? En pleine forme. C'est la forme? En pleine forme. Aujourd'hui, le but de cette interview, c'est de retracer un petit peu ton parcours, comprendre un petit peu ce que tu as fait, ta passion, le mix, les soirées. On va parcourir du coup plusieurs questions. La première question que j'ai à te poser, c'est concernant les vinyles. Comme tu es DJ, je pense que tu as une passion pour les vinyles, c'est ce qu'on voit au niveau des mix et tout. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec le numérique, on perd un peu cette valeur-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le côté vinyle et tout. Et toi, c'est quand le premier vinyle que tu as acheté? Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu as un souvenir là-dessus ou que tu pourrais partager? Alors, la passion du vinyle est venue chez moi très très tôt. Donc j'avais 12-13 ans. Ouais. Et en fait, j'avais un ami à mon père qui avait une sonomobile. Et le mercredi, j'aimais bien aller chez ce monsieur. C'est André Révoul. Et c'est qui exactement ce monsieur? C'est un ami à mon père, André Révoul, mais un passionné. C'est un passionné? Ouais, il joue l'accordéon, il avait sa sono. Musicien? Full Turbo Sound, passionné de musique, avec une collection de vinyles de fou. Ouais. Et je sais pas, très tôt, j'ai été attiré par le monde de la musique, la sono, les vinyles. Et des fois, j'allais le mercredi et je restais les après-midi à fouiller les pochettes, regarder, écouter les vinyles. Ouais. Et ça a commencé à partir de là. Les premières musiques que tu as écoutées à cette époque, c'était quoi? Il y avait des musiques qui sortaient un petit peu plus du lot ou À l'époque, j'aimais beaucoup tout ce qui était musique, on va dire, funk. J'adorais la musique africaine, notamment le soukous. J'ai une collection, mais énorme, quoi. Je dois avoir 300, 200, 300 vinyles de soukous. Ah ouais? Ouais, sûrement la plus grosse collection? De la Réunion, ouais. Je mets au défi. Ah ouais? Je pense. Ça, c'est mon petit côté, que j'ai pas oublié, que j'ai pas jeté, j'ai gardé toujours. D'accord. De temps en temps, il m'arrive de faire un petit set comme ça, d'ailleurs. Voilà, donc après, il y a eu aussi la funk aussi. À l'époque, Kool and the Gang, Herbie Hancock aussi, pour tout ce qui est soul, R&B. Donc, t'as traversé un petit peu toutes ces différentes cultures musicales, même au travers des vinyles, ou sinon c'est resté que sur certains? Non, en fait, mais j'ai écouté de tout. J'étais vraiment mélomane très jeune, quoi. J'écoutais vraiment de tout, mais pas de la house, parce qu'à l'époque, malheureusement, c'était pas encore dans la culture à La Réunion. Ouais. C'était pas, voilà. C'est arrivé un petit peu, on va dire un petit peu après, à La Réunion. Mais j'ai toujours plus ou moins chiné un peu de tout très jeune, quoi. Combien de vinyles t'en as aujourd'hui? À peu près, si tu devais quantifier, c'est quoi? En fait, j'en avais pas mal quand j'étais en métropole. J'ai dû vendre beaucoup quand je suis revenu à La Réunion. Et entre-temps, j'en ai gardé, j'en ai racheté, j'ai vendu. Ouais. Ouais, je dois avoir, je sais pas moi, peut-être pas beaucoup, peut-être 2005 à peu près. 2500 vinyles? Ouais. Putain, c'est énorme. Ouais. Où est-ce que tu stockes ça, du coup, chez toi? Non, chez moi. Chez toi? Chez moi. T'as un petit set avec tes vinyles préférés, avec ou des sinon c'est rangements casé? comme chez le disquaire ou. Ouais. Voilà. C'est quoi ton top 3 des vinyles, par exemple? Est-ce qu'il y a, je sais pas moi, il y a un vinyle où tu te dis, ce vinyle-là, soit tu l'aimes parce que c'est un style de musique que tu kiffes, ou sinon c'est un vinyle que tu aimes parce que ça a une valeur sentimentale pour toi, à un moment de ta jeunesse que t'as. C'est ça, en fait, pour revenir aux musiques africaines, j'ai commencé avec ça. Ouais. Donc même si maintenant je suis plutôt connu pour mixer de la house music, mais c'est des disques en fait que pour rien au monde, je les vendrais, quoi. Après, il y a des disques que j'achète, mais que je joue pas, ou qu'à un moment donné, voilà, c'est passé de mode, ou je garde pas. Je garde vraiment les disques que j'aime, quoi. Ouais. Ouais. Pourquoi le vinyle aujourd'hui, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au numérique? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, toi, tu préfères conserver cette façon si je peux dire cette façon de faire, de travailler avec les vinyles, contrairement à certains DJ qui travaillent que sur le numérique? Qu'est-ce que ça t'apporte toi concrètement et pourquoi est-ce que tu déjà, pour ma part, c'est pour le plaisir de mixer, quoi. C'est tellement plus romantique,
plus joli à voir quelqu'un qui mixe sur vinyle que quelqu'un qui va mixer sur contrôleur. Je ne vais pas dénigrer en fait les supports de maintenant, sachant que moi je peux mixer sur tout type de support, mais vraiment le vinyle c'est vraiment le support qui me fait... je kiffe mixer quoi. Je vais moins apprécier mixer sur des CDJ ou sur des contrôleurs. Alors que sur vinyle, je suis vraiment plus dans mon set. Pour avoir utilisé les deux, pour toi, c'est quoi la différence, l'avantage ou l'inconvénient d'un ou de l'autre que tu repères toi pour ceux qui connaissent pas le vinyle par exemple? L'inconvénient du vinyle, c'est lourd, hein, c'est lourd. Surtout à 52 ans bientôt, ça commence à peser. Le bac que je prenais, 2 bacs sur les épaules avant, mais maintenant, voilà, c'est... Ouais, parce que c'est vrai ce que tu dis en fait. Quand tu veux ramener par exemple une playlist de 100 morceaux, c'est plus vinyle, c'est pas juste hier soir, j'ai mixé au QG, j'avais 3 bacs de vinyle. Ça va, je me suis garé juste devant, pas loin, à proximité. À proximité, mais bon, quand il faut trimballer tout ça, c'est... Voilà, des fois qu'on me dit, mais putain, mec, passe au numérique et tout, mais je peux pas, c'est en moi, et c'est... Et il y a aussi ce côté où je veux préserver cette culture, quoi, avec la passion qui m'anime, hein, c'est pour ce support, quoi. Je peux pas m'arrêter d'acheter des vinyles, je peux pas m'arrêter de jouer vinyle, quoi. Est-ce qu'il y a certaines personnalités ou certains artistes qui travaillent essentiellement avec le vinyle que tu suis toi comme exemple aujourd'hui encore? Mais il y a de moins en moins, hein. Après dans la musique électronique, il y a Villa-Lobos, Ricardo Villa-Lobos qui mixe encore vinyle, c'est un artiste que j'adore, quoi. C'est un Chilien, c'est un Chilien. Et qui mixe depuis une quarantaine, 35 ans. Et pour moi, c'est le big boss, quoi. Avec Sven Vath aussi, qui mixe vinyle aussi. C'est un peu moins ma cam, mais c'est des artistes que je respecte. D'accord. Que je respecte énormément. Bon, après, il y a des artistes qui mixent pas vinyle que j'adore aussi. Oui, que tu suis aussi, parce qu'on est obligé de suivre. Mais après, voilà, j'aime bien regarder un artiste mixer vinyle. C'est niveau visuel, il y a un petit côté romantique. Même au niveau du toucher, je pense que ça doit être... T'as une différence quand même au niveau du vinyle quand tu mixes? Ça n'a rien à voir, on n'a pas de visuel, on n'a pas de repère visuel, tout se fait vraiment, le calage se fait à l'oreille. C'est vrai. Tout se fait à l'oreille, alors que maintenant, avec les CDJ ou les contrôleurs, tout est quantifié, on peut même appuyer sur un bouton, tout synchroniser, ça cale automatiquement. Bon, après, c'est vrai qu'en calant, on peut aller plus vite, mélanger plus de sons et avoir plus de créativité, mais le vinyle, c'est vraiment le mix pur, où on mixe vraiment 2 morceaux ensemble. De temps en temps, on peut mettre une 3e platine vinyle, mais c'est vraiment du mix pur, quoi. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui mixe sur un contrôleur, qui bascule sur du vinyle, il peut être largué ou pas? Non, après tout dépend. Il y a des gens qui apprennent très vite, et il y a des gens qui mixent vinyle depuis très longtemps et qui ne savent toujours pas caler, on va dire précisément, quoi. Ça dépend de tout un chacun, hein. Mais bon, je pense qu'il faut vraiment aimer le support, aimer le vinyle pour progresser vite, quoi. On ne peut pas se dire, ok, c'est bon, je vais m'improviser DJ vinyle, alors qu'on n'a pas ça en nous, en soi. Et, À quel moment est-ce que tu as compris que ça allait devenir pour toi une passion ou ton métier? Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi à peu près le ratio de ton temps de mix et ce que tu fais à côté à peu près? C'est quoi? C'est que pendant les soirées que il faut savoir, tout à l'heure on parlait justement, quand j'avais 13 ans, lorsque j'allais chez l'ami de mon père, je commençais à diguer, à m'intéresser au vinyle. Peu de temps après, j'ai monté ma sonomobile, ma disco mobile vers 15-16 ans, quoi. C'est quoi une disco mobile? En fait, c'est 2 enceintes, c'est disques, et on faisait les booms à l'époque. On faisait les booms pour les copains, les soirées dans les salles des fêtes avec la mairie du Tampon, justement, à côté de la police municipale. Il y avait une fête où on pouvait louer, et on faisait des fêtes ici. J'ai fait des fêtes aussi dans mon garage où des gens un petit peu partout dans l'île, avec le bouche à oreille, venaient sous le garage de mes parents pour... T'as une soirée comme ça qui t'a marqué, où tu te rappelles à cette époque-là, où t'as fait une soirée c'était ma première boom, quoi. J'ai réussi à convaincre mon père qui me prête le garage pour faire la boom. Et en fait, moi, j'ai commencé à faire ma petite communication au niveau du collège ou lycée, je crois. Oui, c'était au début du lycée, je crois. Oui, tout à fait, ouais. Au début du lycée.
Et on s'est retrouvés à 150, 200 personnes, mais des gens qui venaient de toutes parts, qui avaient entendu parler qu'il y avait une soirée. Ouais, c'était le bouche à l'oreille de l'époque. Il y avait du depuis le garage. À cette époque-là. Il n'y avait pas les réseaux encore à cette époque. Non, ben bon, après on était un petit groupe de potes aussi, on aimait bien faire la fête, sortir à la sono, faire des booms chez les copains et tout ça. Ben ça partait, c'était ça partait très vite. Et après oui, donc voilà, c'était pas encore mon métier, je faisais ça vraiment en dilettante. Après, j'ai mixé quelques fois en discothèque, enfin pas en remplacement, mais pour passer quelques sons comme ça, pour faire l'intéressant quand on était jeune. Et après, en 94, du coup, ben, j'ai tout arrêté pour aller à l'armée. Donc là, je me suis consacré à ma carrière. Pour moi, bon, c'était un passage de jeunesse, mais que ça allait être fini. Mais non, ça m'a vite rattrapé, quoi. On va dire pendant 5-6 ans où je m'étais vraiment consacré au tout début de ma carrière de militaire à ça. Et entre-temps, ben, je me suis vite marié, quoi, très jeune. Et j'ai eu mon fils aussi très jeune aussi. Donc tout ça, ça fait que ben, j'ai pas forcément le temps de me consacrer à la musique. Et c'est lors d'un séjour en Guyane, c'était en 2003, où je fréquentais un bar quand je suis en week-end. Et là, il me manquait un DJ un soir. Et le patron me dit, écoute, tu m'as dit que tu étais DJ avant, ben, vas-y, prends. Et là, il y avait des CD, des vinyles. Et là, je mets le feu dans le bar. Et là, je me dis, ben, finalement, ben, c'est comme le vélo, ça revient vite, quoi. Et là, voilà, tout qui est revenu. Je suis rentré en métropole. Et là, j'ai recommencé à racheter des disques. Et cette période-là, je commençais aussi à m'intéresser à la minimale, à la house, la minimale. Et je commençais à racheter mes disques, à racheter des disques house, minimale. Et c'est là que je commençais à présenter mes maquettes. Et j'ai commencé à mixer un petit peu partout dans les bars en métropole, quoi. Ouais, jusqu'en 2007, où j'étais muté à Saint-Mexan-l'École, à Niort. Donc il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, je suis obligé d'aller mixer à La Rochelle, Bordeaux, donc faire 100 km. Pour aller mixer. Et des fois, j'avais des bonnes dates. Et là, il fallait partir en manœuvre, en mission. Et du coup, les bonnes dates sautaient. Et là, j'ai commencé à me dire, bon, écoute, qu'est-ce qui est... Ouais. Voilà, j'adorais mon métier. J'adorais mon métier de soldat. Mais j'aimais aussi mixer. Donc du coup, il fallait faire un choix. Et en cette période-là aussi, mon ex-femme voulait rentrer à La Réunion. J'ai ma première fille qui avait un syndrome génétique. La recherche était plus avancée à La Réunion. Et là, je me suis dit, pourquoi pas rentrer à La Réunion, monter ma boîte d'événementiel. Et pourquoi pas faire une carrière de DJ à La Réunion. J'avais à l'époque 35 ans. Ouais, donc tu es rentré ici quand même assez tard. Voilà, j'avais fait 15 ans d'armée. Bon, voilà, j'avais quand même assez bien donné. Ouais. Et il était temps de choisir une deuxième partie de carrière. Et c'est à cette période-là où je suis rentré à La Réunion. J'ai monté ma boîte Naya Event, où j'ai commencé vraiment à faire pas mal de soirées à La Réunion, à démocratiser, c'est ce qu'on me dit, à démocratiser un peu la musique électronique dans les hôtels, sur les bars de plage. Ouais. Alors qu'avant, il y avait des soirées, mais c'était plutôt, on va dire, assez élitiste. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, en tout cas, pour avoir vécu cette transition-là, moi, j'ai 33 ans. Ouais. Donc, j'ai connu différentes époques à La Réunion. Et c'est vrai que la partie soirée électro, ça s'est démocratisé quand même assez rapidement. Et avant, il n'y avait pas des soirées comme ça. Si, je pense qu'il y avait, mais c'était pas aussi exposé. Oui, on communiquait pas assez exposé. Peut-être il y avait moins de médiatisation par rapport à ça. C'est beaucoup de free party. Et ça fait partie aussi de la culture. Voilà. Et la scène, je crois que la scène était plus petite aussi. Hein. Ouais. La scène était plus petite. Moi, quand je suis arrivé après, effectivement, c'était un boom aussi national. Je ne vais pas dire que c'est moi qui ai démocratisé. C'était en vers 2010, 2011, et un engouement, parce que la scène électronique était en train de plus ou moins, avec la répression des années avant et tout ça. Ouais. Mais en 2010-2011, ça a commencé à bien repartir, quoi. Et, le meilleur moment où tu penses qu'il y a eu des vraiment grosses soirées à La Réunion, c'était sur quelle période? C'est là, ça se passe en ce moment ou c'était un petit peu avant? Moi, j'ai pas connu avant, on va dire avant 2009-2010, j'ai pas vraiment connu, sachant que moi j'étais en métropole, quoi. Ouais. Mais je sais qu'il y avait notamment Nicox, avec le collectif Sapouac aussi, là, qui faisait des grosses soirées, qui marchaient très bien.
Mais moi, je suis arrivé après, quoi. Des fois, on me considère comme un précurseur, mais bon, j'ai pas. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Il y a quand même du monde avant moi qui ont fait des choses pour que la musique électronique soit aussi démocratisée aujourd'hui. Soit aussi démocratisée à La Réunion, quoi. Ouais. On va dire, je suis un élément. Tu fais partie de l'histoire. Je fais partie de l'histoire, mais je suis pas l'histoire, quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Dans ce parcours-là, tu me disais, quand tu as mixé la première fois en Guyane, puis en métropole, tes proches, ils pensaient quoi de ça? Ou même quand tu étais plus jeune, la première fois que tu as fait des booms, tu disais que tu as dû négocier avec ton père pour avoir le garage. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils pensaient de ça à l'époque? Tu te rappelles un petit peu ce qu'on te disait par rapport à ça? C'était vu comment? Non, de toute façon, ils savaient, j'étais un fou de la musique, moi. Voilà, je me levais des fois à 11h, j'écoutais mes cassettes là et mon Walkman. J'étais un fou de musique et je suis toujours fou de musique et ça, c'est pas prêt de s'arrêter, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte la musique aujourd'hui? Quand tu écoutes de la musique, ça peut être différentiel, mais qu'est-ce que ça t'apporte? Le bonheur, tout simplement. Déjà dans le monde où on vit, avec tout ce qui se passe, c'est un refuge. Hein. Ouais. La famille, la musique, pour moi, ce sont deux refuges. Bon, on m'enlève ça, on m'enlève tout. Hein. Est-ce que tu penses qu'on peut enseigner ou transmettre des émotions au travers de la musique? Oui, la musique est faite pour ça. Ouais. C'est fait pour transmettre des émotions, on est en plein dedans. Hein. C'est comme ça que tu le vois, toi? C'est comme ça que je vois, c'est comme ça que je continue à faire des soirées, à donner de l'amour, l'émotion aux gens qui ont envie d'écouter, enfin de rentrer dans mon univers, quoi. Bon, après voilà, hein, y a des gens qui aiment pas, j'ai aucun problème avec ça. Je suis intègre dans ce que j'écoute, dans ce que je diffuse, et je partage ça avec les gens qui ont envie de rentrer dans cet univers-là. Mais il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Hein. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent et qui te voient, passer en mode de furtif des fois, tu vois. Je suis très sauvage, moi. C'est ça, des tu fois, vois. on fait des soirées. Là, il est là, hop, il est plus là. Non, mais je suis comme ça. En fait, je suis hyper timide. Hein, on dirait pas comme ça, mais même quand je fais des soirées, les gens, ils sont dans la soirée, ils s'amusent et tout, mais ils savent pas. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est moi qui organise. Ouais. Mais il y a plein de personnes qui savent pas. Qui savent pas, ouais. Là, des fois, on me dit, ouais, Naya, je croyais que c'est une fille. Non, c'est. Non, c'est moi. Oui, c'est vrai, parce qu'après, les gens, ils identifient peut-être pas forcément ton visage encore aujourd'hui. Peut-être pas tous. Après, il y en a quand même beaucoup qui te connaissent. Ouais. Mais c'est bien. En tout cas, moi, les retours que j'ai eus, à titre personnel, pour avoir été à tes soirées, à plein de soirées, on me dit souvent que les soirées que tu organises, ça crée un mouvement. Tous les gens qui sont à ces soirées s'identifient vraiment au travers d'un mouvement, d'une passion et aussi d'une certaine forme de liberté. En fait, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. En fait, il y a plein de gens qui viennent uniquement dans mes soirées. Après, moi, j'ai pas un gros réseau. Hein. Moi, mes soirées, c'est que 200, 250, 300 personnes. Et je vise pas plus non plus. Je veux que les gens, quand ils viennent dans mes soirées, ils se sentent bien, quoi. Tu privilégies la qualité à la quantité? La qualité, enfin, je vais pas, voilà. Mais en tout cas, je veux que les gens, quand ils arrivent, qu'ils se sentent bien. J'ai pas besoin de politiser. Les gens, ils viennent comme ils veulent, habillés comme ils veulent. Ouais. Et voilà, c'est ça. Il y a pas de chichi, quoi. Il y a de la musique, il y a une bonne sono pour moi, c'est comme une famille. Hein. Ouais. Comme une famille, il y a beaucoup de naissances et beaucoup d'enfants qui sont nés suite à des rencontres dans mes soirées. Ah ouais? Ouais, il y a plein. Il y a pas plus tard qu'hier soir, j'étais au QG, il y a une fille qui vient me voir, il dit c'est grâce à toi que je suis rentré dans la musique électronique. Avant, c'était pas du tout mon truc. Maintenant, c'est. Enfin, pas fait beaucoup d'éloges par rapport à ça. Je dis tant mieux. C'est bien, c'est bien. Après, il y a beaucoup de jeunes DJ aussi, maintenant qui se lancent aussi dans la minimale, la house. Et alors qu'avant, c'était plutôt très techno, très hardcore. Ouais. Et c'est vrai que le côté un peu minimal, house, je peux le dire sans prétention que c'est moi qui ai ramené ça plus ou moins à la Réunion, à travers mon label, à travers les soirées que je proposais depuis un certain temps, quoi. Quand tu organises une soirée, comment ça se passe? Combien de temps tu as besoin pour organiser cette soirée? Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies à l'avance? Est-ce que tu te fais des kiffs personnels ou est-ce que tu as ta routine, tes habitudes? Comment ça se passe un peu? Ouais, moi, je peux décider de faire une soirée dans 2 mois. Je fais une soirée.
Il y a des gens qui ont besoin de 1 an avec les rétro-planning. Ok, dans 2 ans, je vais faire ça, 3 ans, je vais faire ça. Ouais. Ça bouge tellement vite, quoi. Ça va tellement vite, il faut être hyper dans la tactique, quoi. Et puis, Quand tu dis ça bouge vite, tu parles de quoi concrètement? bah, les mouvements, les styles de musique, les réseaux. Il faut vraiment être attentif à tout ça. Et non, moi, je planifie pas sur du long terme. Là, je commence plus ou moins à planifier parce qu'avant, je travaillais tout seul. Et du coup, bah, je devais gérer l'organisation, la communication, la logistique, tout. Donc maintenant, depuis peu, je travaille avec une petite équipe là, de la camaraderie. Ouais. Donc avec Jamel, avec Sarah Jane. Est-ce que tu peux parler justement de cette équipe-là rapidement pour les gens qui savent pas? C'est qui, c'est quoi? C'est né d'une discussion avec Jamel. Il dit voilà, j'aimerais bien me soulager un peu, mettre un peu plus de déco dans mes soirées. C'est vrai qu'avant, mes soirées, c'est très, on va dire, très minimaliste, hein, que ce soit dans la déco, belle sono, déco simple, tout était simple. Mais maintenant, en fait, les nouvelles générations, ils aiment bien avoir un peu plus de scénographie, des stands, des trucs comme ça. Donc, du coup, moi, je suis pas fermé à cette évolution. Et en discutant avec Jamel, avec Sarah, on a fait rentrer d'autres DJ. Donc, il y a Kylian, il y a Jeff K aussi, Andrea Maneri, mon frérot, là, qui partage avec moi le même goût musical pour le label, qui m'aide aussi. Et tout le monde vraiment a la volonté de m'aider. Ouais. Donc du coup, j'aurais dit, allons monter un petit collectif, appelons ça la camaraderie. Ouais. C'est de là que c'est venu du coup. Donc c'est de là que c'est venu. Donc il y a une belle surprise qui arrive. Pour l'instant, on y va tranquillement, bouche à oreille. On y va mollo, mais il y a de belles soirées qui s'annoncent. En février, on va relancer le LOA, le Open Air. Au mois d'octobre, on fait une grosse garden en collaboration avec Black Event, donc un nouveau collectif qui arrive. Donc on aura une scène camaraderie aussi pour nous. Ouais. Donc là, ce soir, on est au toit. Donc ouais, les choses avancent tranquillement. Comme on dit, on planifie pas sur des longs mois. Sur des mois à l'avance, mais tu essaies quand même d'organiser un petit peu. On organise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, que tu te dis que tu planifies un événement et qu'il se passe quelque chose qui fait que tu peux pas aboutir à ce projet? Et comment est-ce que tu gères ça concrètement? C'est-à-dire que tu as fait un événement, tu communiques, tu commences à avoir des préventes, et tu n'as pas un cyclone qui passe. C'est peu probable parce qu'on fait pas dans ces périodes-là, mais c'est des oui, déjà le mauvais temps, c'est des paramètres à prendre en compte. Récemment, j'ai fait venir un artiste, Olivier Romero. On s'est retrouvé à Saint-Leu où une semaine avant, ils annonçaient mauvais temps. J'ai maintenu l'événement et on a joué sous la pluie du début à la fin. Ouais. Tu étais justement, non? Je sais plus. C'était où ça? À Saint-Leu, à Villa Coco. Non, j'étais pas là-bas, je pense, moi. Il y a plus tout le long, mais je pense que c'est l'une des mes meilleurs événements où à la fin, il restait 80 personnes. Il y a eu beaucoup de no-show, plein de gens qui sont pas venus, mais les gens, ils étaient chauds. Ah ouais, il s'est passé un truc, une alchimie ce jour-là. C'était vraiment magnifique, quoi. Ouais. Après, il y a aussi le facteur, on va dire, si on loue un site, mais au dernier moment, le propriétaire en face, il change le deal, ou il accepte de plus louer, ou il modifie le contrat, bref, c'est voilà. Et moi, comme je suis pas du genre à annuler, j'essaye toujours de maintenir l'événement. Ouais. Mais bon, après il y a aussi le paramètre, on va dire pécuniaire. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, c'est financièrement, comment est-ce que tu fais pour planifier des événements? Si c'est la différence entre un petit event et un gros event que tu veux planifier, financièrement, comment est-ce que ça se planifie, comment est-ce que ça se gère? Toujours un petit budget prévisionnel pour me dire, ok, si j'ai tant de personnes, je peux plus ou moins m'en sortir. Ouais. Voilà, des fois, je fais des très bonnes soirées où financièrement, voilà, ça va. Et des fois, je perds beaucoup d'argent aussi, quoi. Ça fait partie du jeu. Ouais. Mais de toute façon, voilà, je fais pas ça pour de l'argent, sachant que depuis, on va dire, la période Covid, maintenant, je travaille à côté. J'ai gardé le label, j'ai gardé la société où je continue à investir, mais tout l'argent part dans le matériel, part dans mes disques. Je ne me tire pas de salaire, on va dire, dans ma société et j'ai plus envie en fait de vivre de la musique, quoi. Je veux vraiment faire ça pour le plaisir, quoi. C'est vraiment pour toi une passion aujourd'hui? C'est une passion, oui. C'est vraiment une passion. Voilà. En fin d'année, si j'ai un petit peu de trésorerie, si je peux payer un petit voyage, pourquoi pas, mais bon, c'est pas... Ouais. C'est vraiment donner aux gens du bon son, bon système son, des beaux endroits. Le plus bel endroit pour toi à La Réunion que tu as fait ou que tu aimerais faire, c'est quoi? Parce que moi j'ai découvert des endroits au travers des événements que tu as fait et au travers des soirées électro. Il y a des lieux que j'avais jamais vus
que j'ai découvert. Je me suis dit, ouais, c'est moi qui suis même originaire de La Réunion depuis toujours. Il y a des endroits où j'étais jamais allé. Je vois, je me dis, c'est bien ici, c'est stylé, Ouais. tu vois. Bah, en fait, c'est ce qui faisait un peu ma force à un moment donné, quoi. J'arrivais toujours à dénicher des lieux fabuleux, enfin magnifiques, que les gens ils connaissaient pas. Il y a le jardin d'Ama à Saint-Leu, il y a le jardin d'Éden, il y a eu la Couleur Café, c'est un endroit que j'adore aussi. Ouais. Après, bon, là, il y a un endroit, je peux pas encore en parler pour l'instant. Ça va être magnifique. Spoiler alert. Ouais, voilà, ça va être un super endroit. C'est prévu pour quand ça? Tu sais ou pas? Ou tu C'est communiques prévu pas? pour très bientôt. Prochainement. Ça, très bientôt. Ok. Voilà. Donc ça va envoyer du lourd. Bah, du lourd, je sais pas, mais ça va. Voilà. En tout cas, toi, ça te fait kiffer. Moi, ça me fait kiffer. Toi, ça te fait Voilà. kiffer. Le Non, mais c'est ça. jour où je kifferai plus de faire tout ça, je pense que j'arrêterai Ouais. et on n'entendra plus jamais parler, Ouais. plus parler de moi. Mais Mais c'est ça, mais en fait, ce qui te fait tenir, toi, c'est vraiment je pense la musique, mais aussi les retours aussi que tu as d'une certaine manière. Parce que quand tu fais ces événements, je pense que tu dois recevoir quand même des la retours des musique personnes. et puis voilà, voir les gens sourire, quitter leur quotidien, le temps d'une soirée, d'un week-end et se lâcher. C'est ça mon kiff aussi, comme je dis, on vit dans un monde où on allume la télé, il y a toujours, rien n'est fait pour si on écoute la télé, bon, on déprime de long, quoi. Donc, Ouais, s'il y a pas, ouais, je suis d'accord s'il y a avec toi. pas tout ça, la musique, les soirées, les gens, mais moi en fait c'est ça, mon bonheur c'est ça, hein, qui me permet de continuer ça, quoi. Est-ce que tu regardes la télé? Je m'enseigne beaucoup, je m'informe beaucoup pour pas me laisser manipuler. Et je pense pas d'être quelqu'un de manipulable d'ailleurs. Non. Mais ouais, je m'informe beaucoup. Après j'ai mes idées, mais je les garde pour moi. Ouais. Ouais. Parce que moi, tu vois, par exemple, je regarde pas du tout la télé. Non, je regarde Quand pas je dis télé, je parle documentaire. je regarde pas la télé. Tu te renseignes, tu t'informes, tu apprends des choses, mais pas les actualités. Pour la petite histoire, les trucs, des fois, voilà. quand on va à pas travailler le mercredi, il y a ma fille, elle me demande d'allumer la télé, je sais pas comment faire. Hein. Ouais. Maintenant, avant, on appuie sur un bouton. Maintenant, il y a 5-6 télécommandes. Je suis là. Et écoute, Et t'as 50 programmes, tu sais même plus ce qui est vraiment important. En fait, t'as tellement d'informations. Non, moi je je regarde des informations sur Internet, plusieurs médias, on va dire mainstream, non mainstream. Ouais. Et je fais ma propre opinion. La télé, je suis pas du tout série, je suis pas du tout. Non, je suis pas. Ouais. De temps en temps, un petit cinéma avec les enfants quand il y a un bon film. Un bon film, ouais, ça c'est rare. Ouais, ça se fait de cinéma. plus en plus rare aussi les bons Mais films. Hein. tout ce qui est Netflix et tout ça, Ouais. je me parler, je m'en tape complètement. Tout ce qui dit musique, est-ce que tu as des conseils ou des channels de communication que toi tu suis personnellement qui te permettent d'être à jour sur la musique? Est-ce que c'est des artistes qui donnent des mouvements? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour être à jour là-dessus? Non, après il y a 2-3 chaînes, j'y vais pour écouter un peu la musique qui se fait dans mon domaine à moi, mais je m'éparpille pas, quoi. Ouais. Je m'éparpille Tu restes pas. focus sur ton... Je reste focus dans mon univers. Ouais. De temps en temps, j'essaye d'écouter un peu ce qui se fait, mais je suis un peu moins en phase avec des nouvelles tendances qui débarquent. Je reste dans ma musique, la minimal house, Ouais. qui évolue aussi en parallèle de tous ces mouvements-là. Ouais. Parce que sinon, on peut pas tout suivre, on peut pas être hyper pointu dans son truc si on commence à Faire tout en même temps. tout écouter. De toute façon, j'ai pas le temps avec le travail que je fais, avec les soirées, la famille. J'essaye de rester focus sur. Est-ce que tu as un son ou peut-être 2 sons? Ton top, je sais pas, ton top 2 en son aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu as un son que tu dis ouais, je kiffe ce son-là, ou tu pas forcément de préférence ou de classement? Si, il y a deux vinyles que je joue, on va dire, régulièrement. Il y a JD Plastic Dream que j'adore. Ouais. C'est mon disque, on va dire, préféré de tous les temps. Après, il y a aussi Let's Groove de George Morel, pur morceau house qui groove de ouf, quoi. Ça, je le joue tout le temps. Après, j'aime bien mélanger les classiques avec des nouveautés. Voilà, il y a tellement des sons qui ont 30-40 ans, mais qui se marient très bien avec des sons de maintenant, parce que c'était tellement bien produit. Ouais. Voilà, c'est pas des sons comme on peut voir maintenant où on peut jouer 1 an ou 2, après le son, on voit que c'est synthétique, il n'y a pas vraiment de travail approfondi derrière. Ouais. Qui Pour toi, les sons d'avant étaient de meilleure qualité, du coup, artistiquement parlant? Non, je ne dis pas le son d'avant, mais je pense qu'avant, tout était enregistré de façon analogique. Ouais. Il y avait vraiment une profondeur, il y avait une chaleur dans le son qu'on retrouve pratiquement plus maintenant. Même les sorties vinyles maintenant,
c'est des masters en fait qui sont faits à partir de des ordi, enfin numériques, qui sortent en vinyle, mais c'est pas vraiment de l'analogique, quoi. Ouais, c'est pas la même chose. Voilà. Ouais. Mais moi j'aime vraiment ce côté, le son, il faut que ça sonne analogique, Ouais. avec les vieilles TR-909. Pourquoi est-ce que tu as décidé de monter le label Camarade Records? Qu'est-ce que ça t'a apporté et pourquoi est-ce que tu l'as fait? En fait, Camarade Records, c'était l'envie de produire en fait les artistes que je suivais et que je suis encore actuellement. D'ailleurs, certains sont devenus des bons amis, notamment Politic Fun Dancing, Terence Terry, Djebali, voilà, donc Jeff K aussi, qui habite à La Réunion et qui collabore régulièrement avec moi. C'est des artistes que j'adorais et c'était un souhait de les produire sur mon propre label. Et ouais. J'ai décidé de monter mon label, c'était en 2018-2019. J'ai pas beaucoup de sorties, hein. Je fais 2 sorties tous les 200 en vinyle. Et j'ai tenté une sortie numérique qui a bien marché, mais c'est pas mon, comme disent, le numérique c'est pas ton truc. C'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Je préfère prendre du temps, faire une bonne sortie, sachant que tous mes sorties vinyles ont été sold out. J'ai sorti 300 copies, j'ai quasiment tout vendu. Mais le problème, c'est que ça coûte très cher. Mais sur ces copies-là, tu mets quoi exactement? C'est-à-dire que tu fais ton propre mix avec des sons que tu kiffes? Non, en fait, moi, j'ai trouvé un distributeur où, par exemple, les 2 premières sorties, j'étais en collaboration avec Juno. C'est-à-dire, il me sortait c'est-à-dire, moi, je récupère les morceaux des artistes que je fais masteriser par un studio de mastering, le mixage ou le mastering, et je crée ma maquette, je trouve une distribution, notamment c'est Juno à l'époque qui m'avait parrainé là-dessus. J'étais en P&D, donc en production-distribution. C'est-à-dire eux, ils me produisaient le disque, ils me reversaient une petite partie de la vente. Moi, j'avais rien à faire. Mais bon, ça coûte quand même assez cher, quoi. Ça coûte cher, ouais. Ouais. Avec Juno, je payais rien, mais maintenant, si je veux produire, il faut sortir au minimum 2500 € 2500, 3000 € la sortie pour en récupérer 1500, 2000. Donc là, pour l'instant, je mets en stand-by le label. Je suis plutôt dans la partie, on va dire, production de soirée. Donc en espérant d'avoir la trésorerie qu'il faut pour ressortir des disques dans les prochains mois, quoi. Si tu produis un vinyle aujourd'hui, est-ce que tu as un objectif précis de ce que tu souhaiterais produire dans l'idéal? Si tu n'avais pas de limite financière, de limite en termes de contact, de limite à tous les niveaux, ce serait quoi pour toi le top du top? Justement, c'est sortir des artistes que j'adore, quoi. Ouais. Mais bon, après, c'est-à-dire quand je vais contacter un artiste, il y a plusieurs façons de dealer. Soit à l'époque, moi je payais un billet d'avion, donc l'artiste venait à La Réunion avec un petit cachet, ouais. Et en contrepartie il me donnait un track, il me donnait un morceau. Ou sinon il faut payer l'artiste, des fois ça peut monter jusqu'à 1000 € entre 200 jusqu'à 1000 € le morceau, quoi. Ouais. Voilà. Pour que tu puisses l'exploiter et l'utiliser derrière. Pour que je puisse l'utiliser, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Et tout ça c'est pas donné, et puis il faut du temps. Okay. Il y a le mastering, la communication. Ouais, c'est toute une organisation. Voilà, c'est pas vraiment rentable. On va dire c'est une carte de visite. On fait ça pour le plaisir, pour la passion, mais c'est pas vraiment rentable. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter avant que je passe à la prochaine question? L'anecdote, il y en a beaucoup. Mais je vais commencer par celle qui me fait encore rire, on va dire près de 15 ans après, 16 ans après. Je viens d'arriver de revenir à La Réunion. Je venais de monter ma boîte et là je fais une soirée sur un bateau. À l'époque, je crois que c'était la Croisette ou The Boat, je sais plus, ça a tellement changé de nom. C'était où ça? Sur le petit bateau conteneur qu'il y a sur le front de mer à Saint-Pierre. Ouais, je vois. Okay. Ouais. Et en fait, il y a du monde ce soir-là. Et il y avait un gars, complètement méché, mais qui titillait un peu tout le monde, surtout les filles. Et les filles venaient vers moi, qui se plaignaient. Et à l'époque, j'avais pas de service de sécurité. Moi, j'avais des bras comme ça. J'avais un tempérament, 10 fois plus explosif que maintenant. Et le gars, je lui préviens 1 fois, 2 fois. Et la 3e fois, je chope le gars comme ça, par un pied. Et là, j'allais jeter par-dessus bord. Balancer. Et après, il a cherché là, il m'a poussé le bouchon
très loin. Et là, j'entends « Non, Naya, pas lui !» Et en fait, j'allais balancer à la mer un ancien patron d'un bar très célèbre de Saint-Leu que j'ai pas... Ouais, bah après, si le gars il a cherché aussi, il faut. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, et là, si j'allais lâcher. Le gars, Quoi. tu le balances. Ils étaient en plein mois d'août, le gars était méché, je pense que ouais, ça. J'aurais pu faire soirée après ça. Ouais, c'est clair. Oui, après, on va dire que ça joue pas forcément en ta faveur. Ouais. Mais bon, si le gars il a cherché, j'ai envie de te dire. Ça voilà. va, ouais. Sur le coup, j'en rigole encore. Ça change quoi pour un artiste réunionnais de signer chez toi? Est-ce que les artistes réunionnais peuvent signer chez toi aujourd'hui? Tout à fait. Et qu'est-ce que ça change pour un artiste réunionnais de signer chez toi aujourd'hui? En fait, pour l'instant, il n'y a pas eu vraiment d'artiste réunionnais qui a signé ce label. Ou métropolitain ou autre. Hein. Oui. En fait, moi, j'aimerais bien signer des artistes réunionnais, mais comme il y a une charte, on va dire, musicale très précise au niveau de camarades, moi, je suis preneur de tout ce qui est démo et tout ça, mais pour l'instant, j'ai très peu eu, ou les peu de démos que j'ai eu, ça correspondait pas vraiment avec la couleur du label. C'est vraiment important pour toi ça du coup? Oui, moi c'est quelque chose que je remarque chez toi, c'est vraiment important pour toi de garder cette identité. C'est primordial, sinon on fait des soirées, voilà, pour les potes, on fait des soirées, comment dire ça? Non, mais j'ai besoin de garder le cap, voilà, quel que soit, que ça marche ou que ça marche pas. Voilà, c'est pas un effet de mode pour moi, c'est une ligne de conduite et on y va, quoi. Ouais. Voilà, même si ça marche moins là, ça marchera dans 2-3 ans. La musique, c'est toujours des cycles, hein. Ça vient, ça va. Là, aujourd'hui, les gens ils vont aimer la musique à 140 BPM. Allez, ça se trouve, dans 5 ans, ça va redescendre. Il y aura un retour à la Deep House à 120 BPM. Ça a toujours été comme ça. Donc, du coup, et puis voilà, la culture vinyle, la culture minimale, c'est une culture. Pour moi, c'est vraiment une culture underground parce que ça reste. Vraiment ancré, quoi. Quand tu dis culture underground, ça me fait penser soirée underground. Est-ce que tu as déjà vu ou entendu parler de soirées un peu underground, peut-être pas forcément à La Réunion, mais en métropole? Parce que des fois, ils montrent un peu sur après, ça sur veut les plus réseaux. Rien dire, hein, c'est quoi underground en fait? C'est quoi? C'est de faire Je sais pas, des soirées illégales dans un fond de cave où il y a 3000 personnes. Est-ce que c'est ça être underground? Est-ce que underground c'est un état d'esprit? C'est un... Comment tu le définis, toi? Un rapport? Non, on peut être underground dans plusieurs... C'est pas parce que moi je mets pas du son, on va dire, à Maïdo ou au Petit Serré ou je sais pas où, que je suis pas underground, quoi. Ouais. Voilà. Moi, underground, c'est quand je suis dans ma pièce, avec mes vinyles, que j'écoute du son, que je sors un disque, voilà, qui a été produit en 1995-87 par un artiste machin, que le disque se retrouve à 200 € sur Discogs, que personne connaît, que moi, voilà, j'ai pris la peine d'acheter ce disque-là. Voilà. Enfin, voilà, l'underground, c'est un état d'esprit, c'est ça, underground pour moi. Ok. C'est pas... Sur la scène électro-réunionnaise, qu'est-ce qui a changé pour toi entre le moment où tu as commencé et aujourd'hui? Est-ce que tu vois des différences sur la scène, sur les artistes, sur le type d'event, en bien ou en mal? Qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui? Non, on va dire, effectivement, il y a une grosse évolution, hein, surtout après le Covid où... je rappelle, nous les professionnels, on n'avait pas le droit de faire des soirées ou d'exercer notre passion. Du coup, on s'est mis un peu de côté. Et il y a eu beaucoup de collectifs qui se sont montés justement pendant cette période-là. Ouais. Et qui, après la période Covid, ont continué à comment dire ça, à performer. Donc, c'est une bonne chose, ça a permis d'ouvrir la scène, de ramener de plus en plus de gens dans le milieu électronique. Après, il y a aussi, voilà, il y a la Désinvolte, Réunion Sonore, qui font un travail vraiment, vraiment spectaculaire, quoi. C'est vrai qu'ils font des gros events. Hein. Ils font des gros events, et ça permet aussi, par ricochet, de récupérer des gens un peu plus curieux qui vont venir dans mes soirées pour découvrir un autre style musical. Ouais. Voilà, chacun apporte une pierre à l'édifice de la culture électronique à La Réunion, et je pense que tout le monde a y gagné, quoi, au lieu de se tirer dans les pattes ou à être jaloux les uns les autres. Je pense qu'il faut travailler en bonne intelligence. Moi, c'est un mouvement collectif. Oui, moi j'ai aucun problème avec la concurrence, justement, hein, de toute façon on a tous à y gagner. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui bloquent encore aujourd'hui pour toi? Ce qui bloque, c'est les autorisations. J'ai l'impression que les politiques, justement, on est en plein dedans.
avec la répression là, qui s'annonce, sur les free parties et tout ça, il n'y a pas que les free parties malheureusement qui sont concernés. Même nous qui travaillons légalement, on est dans le collimateur en fait du système politique hein, qui veulent. Enfin, je sais pas. Quand tu dis des restrictions, enfin, pour moi, c'est pour mon information parce que je sais pas. Quand tu parles des restrictions sur les free parties, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'ils sont en train d'essayer de réguler pour limiter au maximum les free parties? Non, en fait, ils veulent plus en fait qu'il y ait du son, on va dire, dans la nature ou libre, quoi. Libre. Mais le Ouais. problème, c'est que même quand on veut faire des soirées, on va dire dans des endroits, on va dire cadrés. Toujours un problème, que ce soit les nuisances sonores, les trucs comme ça. Ouais. Là, c'est pas simple du tout. Hein. Ouais. Je vois, j'ai commencé à faire des soirées, notamment à Croke Park. Pourtant, il y a des voisins qui sont pas du tout à côté, mais j'ai pas pu continuer à faire des soirées là-bas, alors que en face, il y avait des soirées régulièrement. Donc, c'est difficile pour tout le monde, hein, pas seulement pour les free parties, même pour ceux qui travaillent légalement. Donc, ouais. je pense qu'il faut une souplesse à La Réunion, sachant que on a tout ce qu'il faut pour que ça devienne devant une plaque tournante de la musique électronique. C'est un bon atout pour tout ce qui est touriste, comme à Ibiza et tout ça. Je pense qu'on a tous les atouts pour. Mais ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que là-dessus, on a tendance à oublier, je pense. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous personnellement, mais c'est peut-être les autorités locales ou autres, on a peut-être tendance à oublier que La Réunion, c'est une culture de musique aussi. C'est-à-dire qu'à La Réunion, on a cette culture musicale. La musique, c'est partout. Tu vas en métropole, c'est différent. Oui, parce que je veux dire, à La Réunion, la musique, t'as toujours un voisin qui met la musique je à suis fond. d'accord, mais bon, après, on va dire... après, voilà, hein, on est français, donc on est assujetti à la loi française. Effectivement, moi, je suis pour qu'on ait... plus de liberté dans certains niveaux, notamment au niveau de la musique. Parce que La Réunion, on est quand même isolé, on est loin de tout. Un artiste qui veut se produire, il ne peut pas payer un billet d'avion tous les week-ends pour aller mixer à Paris ou à Bangkok ou je sais où. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas à côté. Voilà, il devrait prendre en compte tout ça et puis libéraliser un peu tout ça, quoi. Ouais. C'est vraiment prenant et c'est vraiment... Est-ce que pour toi, la scène de la Ravine Saint-Leu, c'est pas justement une des scènes qui répond à cette problématique? Parce que le spot là-bas, il est quand même... Justement, j'ai fait le open air il y a pas longtemps et franchement, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu mettre ma sono à fond et c'est un endroit que je vais développer de plus en plus. D'ailleurs, j'ai 2 dates réservées pour 2027, notamment... le 5 et 6 février, donc retenez bien. 5 et 6 février. Le open air. Voilà, et l'anniversaire de Camarades en avril. Le 2 et 3 avril, pareil, toujours au jardin de la Ravine à Saint-Leu, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces événements-là? Tu as déjà réfléchi un petit peu à ce que tu prévois de mettre en place ou pour l'instant tu ne souhaites pas communiquer là-dessus? On va essayer d'améliorer un peu la scénote. Donc à chaque fois on va rajouter des choses différentes. La dernière fois on a mis un grill avec un filet de camouflage, avec des tentes 6x6 un peu partout, avec des exposants. Là on va plutôt privilégier la tente berbère, avec des petites décos un peu plus, on va dire, peaufinées. Ouais. Voilà, mais toujours dans la simplicité et il n'y a pas de chichi, voilà, il n'y a pas d'espace VIP. Moi, c'est pas du tout c'est pas ton truc. C'est tout le monde vient comme il est, comme il veut. Ouais, je comprends. Oui, c'est tout le monde est au même niveau, quoi. Oui, voilà. C'est pas Enfin après, je peux comprendre sur le plan financier que ça apporte quelque chose pour eux de mettre en place ces places VIP. Après, pour l'expérience aussi, ce que je trouve bien avec les spots de VIP, pas tous, hein, parce que des fois c'est juste on te dit t'es VIP pour être VIP, et au final t'es juste dans un endroit où il y a moins de monde. C'est bien, mais t'as pas forcément un service en plus, quoi. À part peut-être le champagne pour ceux qui boivent de l'alcool, on te dit là-bas t'as pas le champagne, t'as pas vraiment un service en plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ça, ouais. Moi, ça n'a jamais été mon. C'est pas ton truc. Non, c'est pas ma tasse de thé. Tout le monde au même niveau, tout le monde en bas. Tout le monde vient, là, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus de. Voilà, on vient comme on est et puis on vient se vider la tête. C'est comme McDonald's. Venez comme vous êtes. Non, mais en vrai, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est comme McDonald's, il dit venez comme vous êtes. Ouais. Tu viens à la soirée, quand tu viens à une soirée électro, en tout cas, c'est quelque chose que moi j'ai remarqué sur toutes les soirées électro où j'ai été.
c'est que quand tu es à ces soirées, on te juge pas. Tu sens beaucoup moins ce jugement. Après, je pense que c'est parce que les gens, ils sont sur ce mood-là, parce qu'ils sont dans cette vibe-là, et je pense que c'est une culture qui suit un peu le thème de l'électro. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu vas à ces soirées, t'as pas cette pression du regard des autres. Ouais. T'es ce que t'es, tu fais ce que tu veux dans la limite de ce que tu as le droit de faire en respectant les autres. Bien sûr. Mais tu ressens pas ce jugement-là au travers des autres, et c'est un jugement que tu peux ressentir par exemple sur différents types de soirées. Mais c'est vrai que les soirées électro, souvent, tu sens, c'est un peu comme dans les années 80, à l'époque du LSD, c'était les soirées libres où les gens ils étaient totalement décomplexés, à l'écart de la société, dans un monde où ils sont free party, c'est ça en fait. C'est vraiment le concept de dire que tu viens là, t'es libre, il n'y a plus d'échelle sociale, il n'y a plus de niveau entre les personnes, et tout le monde peut se côtoyer, tout le monde peut échanger, et ça facilite les rencontres aussi, ce que tu disais, tout à fait, ce que tu disais tout à l'heure. Mais voilà, les gens, ils viennent, il y a un cadre, il y a la sécurité, il peut rien. Enfin, moi, j'ai jamais eu de bagarre dans mes soirées, hein, il n'y a jamais eu de. Ouais. En général, le truc, ça se règle très vite, quoi. Mais c'est rare quand même, moi, je trouve, justement dans les soirées électro. Oui, il y a des bagarres, mais c'est très rare. C'est plus rare parce que les gens sont plus calmes, en fait. Bien sûr. Ils sont beaucoup plus calmes, ils sont passionnés, ils viennent pour le son, ils viennent. Voilà, c'est. Ouais. Il y a beaucoup plus de respect dans ces soirées que dans d'autres types de soirées. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à dire à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans le mix en tant que DJ sur la musique électro ou même sur un autre style de musique? Est-ce que tu aurais des conseils à donner à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui? Déjà se lancer vraiment s'il ressent la passion, quoi. Hein. Il faut être passionné. Faut être passionné. Si c'est pour se lancer parce que c'est la mode ou parce que voilà, ça fait bien de briller derrière les platines et tout, faites pas ça, quoi. Laissez la place aux vrais passionnés, quoi. On se retrouve de nos jours avec beaucoup de DJ, mais qui n'ont pas vraiment cette passion-là, qui font ça parce que c'est un effet de mode. Ouais. Mais c'est sur plusieurs années en fait qu'on juge un DJ passionné et un, excuse-moi du terme, mais voilà, tu peux dire. Et l'imposteur, quoi, voilà. Ouais. Oui, des gens qui se vendent DJ et qui sont pas DJ, quoi. Après, il y a des gens aussi qui ont envie de s'essayer, qui ont envie de faire ça, qui kiffent sur le moment, et qui après, qui abandonnent. Voilà, il faut faire ça. Si vous kiffez, lancez-vous dans le mix, quoi. Comment est-ce qu'un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans le mix devrait s'y prendre pour toi? Je sais pas si tu aurais un conseil, toi, à te donner à ton toi de 20 ans ou de 13 ans, par exemple. La première fois que tu as dit à ton père, je veux faire une soirée dans le garage, avec toute l'expérience que tu as acquise aujourd'hui, si tu devais faire les choses différemment ou si tu devais être là et te conseiller, tu te donnerais quoi comme conseil? Après, je sais pas, conseiller, après chacun son parcours, chacun son... de se lancer directement. Après, voilà, s'il a un peu de sous, de prendre du bon matériel, de platines techniques, c'est une bonne table de mixage et une enceinte. Ouais. Après, voilà, s'il n'y a pas beaucoup de sous, un petit contrôleur pour commencer, c'est bien aussi pour apprendre à mélanger les morceaux. Et il faut se lancer. De toute façon, voilà, la musique, ça prend aux tripes. Et si on a envie de faire plaisir aux copains, mixer en petite soirée ou dans son garage, il faut se lancer. Hein, ouais. On va parler de société, de culture et du lien avec la musique. Tu prends par exemple l'exemple des sons de Bob Marley. Ouais. Bob Marley, pour moi, de mon point de vue à moi, ça a été quand même une référence à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que au travers des textes qu'il a écrits, il a su faire passer certains messages à la population. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce que au travers de la musique, on peut transmettre des émotions et transmettre un message à une population de manière naturelle. Et quand tu reprends certains sons de Bob Marley, par exemple, il parlait beaucoup de politique, de culture, du racisme, de la police. Tu vois, tu connais tous ces sons-là. Oui, il n'y a pas que Bob Marley. Il n'y a pas que Bob Marley. Mais justement, est-ce que tu aurais, toi, par exemple, certains artistes qui correspondent à ce type de profil, qui communiquaient des messages sur la politique, sur la culture? Il y a quelques-uns qui t'ont marqué, toi, qui m'ont marqué. Fela Kuti. Hein. Pourquoi est-ce que... Le Nigérien, voilà, lui, avec une aisance, il pouvait dénoncer la corruption dans son pays, tout ça, mais il n'a pas la langue de bois. Et
C'est quelqu'un qui est pas assez connu. C'est un artiste quoi, africain? Oui, nigérien. Nigérien. L'afrobeat, ouais, c'est le papa de l'afrobeat. Ok. Mais c'est 100% politique, quoi. Après, il y a eu plein d'autres. Hein. Pour rester sur le continent africain, moi, il y a un artiste que j'aime beaucoup, c'est Franklin Bukaka. Donc, c'est un artiste en fait qui dénonçait à l'époque en fait la colonisation du Congo par les Belges et qui prônait en fait l'unité des deux Congos. D'ailleurs, c'est né aussi de là ma passion pour la musique africaine, parce que ça vient pas, c'est pas que pour la musique, il y a aussi ce côté un peu politique. Ouais. Parce que pour moi, le Congo, c'est le pays d'Afrique le plus riche, mais aussi le plus pauvre, on va dire, le plus surexploité, là où il y a plein de misère. Il y a quand même 3 millions de morts depuis quelques années, des femmes violées, avec des ingérences étrangères qui font que le pays n'avance pas, alors que c'est le pays le plus riche au monde. En termes de ressources. En termes de ressources. Ouais. Et Jean Franklin Bukaka, c'est un artiste qui a dénoncé tout ça, qui a été assassiné. Je vous invite notamment à découvrir sa discographie. Ça parle pas à grand monde, mais On pourra. C'est disponible sur YouTube, ça? c'est disponible sur YouTube. C'est Franklin Bukaka. Donc c'est sur le Congo. Il y a aussi Aïe Africa. Donc c'est des morceaux qui prônent vraiment l'unité africaine, l'unité du Congo. C'est un peu comme Tikonja aussi. Ça te parle? Tikenja, c'est différent. C'est quoi ton avis? J'ai un avis mitigé sur Tikenja, mais je vais pas détailler, quoi. Ouais. Ouais. Ok. On peut pas défendre. Enfin bref, je vais pas aborder Le sujet, ouais. Je vais pas aborder le sujet, quoi. Ouais. De Tikenja. C'est pareil pour d'autres artistes ivoiriens. Alpha Blondy, pareil, c'est des artistes en fait Alpha Blondy, ouais. voilà, pour moi ils sont pas en accord avec leur texte en fait. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, pour toi, c'est plus un mood pour eux? Pardon? Pour toi, c'est plus un mood Non, pour c'est eux, pas un mood, c'est pas un mood, mais tu peux pas parler d'anticolonialisme, tu peux pas parler de trucs et en prônant, en défendant certains présidents africains qui justement combattent ces idées-là, quoi. Ouais. Tu sens qu'il y a un parti pris? Il y a un parti pris. Il y a un parti pris. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui te révoltent? C'est une question Il y large. a plein de choses qui me révoltent. Je suis un éternel révolté, moi. Quoi, par exemple? Toutes ces guerres, tous ces génocides, tous ces civils qui sont tués de partout dans le monde. En tant qu'ancien militaire, moi, quand je me suis engagé, j'avais cet idéal, défendre les valeurs françaises, défendre la démocratie. J'y croyais. Hein. J'y croyais, sauf que à un moment donné, j'y croyais un peu moins. Pourquoi? Parce que le monde est ainsi. Hein. Les grandes puissances, chaque grande puissance va essayer de s'accaparer les richesses des puissances un peu moins, on va dire, solides. Ouais. Militairement riches militairement moins solides, mais riches en matières premières qu'on va essayer de s'accaparer pour le bien-être de nos populations à nous. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est sous-médiatisé? C'est côté parce qu'on entend parler des fois, il y a quelques infos qui c'est pas sous-médiatisé, mais c'est manipulé, quoi. Ouais. C'est manipulé. Quand on annonce aller dans un pays faire la guerre pour que ce soit pour la démocratie, que ce soit pour apporter des valeurs occidentales, etc. Alors que on sait très bien que ouais. Voilà, le sort des populations, ça nous importe, ça les importe peu, quoi. Ce qu'ils veulent, c'est avoir la main mise sur les matières premières, sur la richesse, c'est tout. Et tout ça, ça me révolte, quoi. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire prendre conscience aux gens de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de gens qui ignorent tous ces aspects. C'est-à-dire que après, c'est malgré eux, parce qu'ils sont influencés par les médias. C'est-à-dire que les médias, c'est un on peut pas ignorer. Maintenant, on a tout sous la main pour se renseigner, pour s'informer. Donc, si les gens ne s'informent pas, c'est que ça les intéresse pas. Peut-être aussi. Ouais. Ouais. Quelqu'un qui veut s'intéresser au sujet trouve les informations qu'il veut aujourd'hui sur les réseaux. Je pense que oui. Après, voilà. Après, c'est tellement prenant.
Puis voilà, c'est pas des choses agréables à lire, à entendre. Il y a des gens, ils préfèrent voilà, zapper complètement. Ouais. Après, moi, c'est ce que je me dis, parce que j'ai changé de ça aussi avec Chloé la dernière fois, c'est que on parlait de l'écologie, on parlait de tous ces sujets-là, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que même si on souhaite agir pour le collectif sur ces sujets-là, on peut pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont réussir à lancer des mouvements. Je parlais des Gilets jaunes, par exemple. C'est un exemple qui me vient en tête tout de suite. À la base, je sais pas c'est quoi l'histoire de ce truc-là, mais c'est quelqu'un qui a réussi à créer un mouvement. C'est quelqu'un qui a parlé de certaines problématiques. Et il y a énormément de gens, tout le collectif s'est identifié au travers de ce message-là, et il y a eu un mouvement qui s'est fait. Mais sur tous ces sujets-là, dont on parle par exemple du Congo ou autre, ça reste quand même difficile aujourd'hui, déjà d'avoir conscience de ça, de réussir à lancer un mouvement là-dessus, sans se risquer personnellement. Parce que quand on fait ça, si on va à l'encontre, par exemple, de certaines politiques, de certaines personnes qui ont un intérêt financier, on devient une cible directement. Bah c'est ça. Et puis les trois quarts des gens maintenant ils sont dans leur vie de tous les jours, et puis ça intéresse pas tout le monde non plus, quoi. Ouais. Et voilà, il faut juste être conscient, rechercher des informations pour se faire sa propre opinion. Ouais. Si tu aurais un conseil à donner là-dessus, ce serait quoi? Moi j'ai pas de conseil. Non, mais quand je dis un conseil, c'est-à-dire sur le fait pour s'éveiller justement sur ces sujets-là, c'est quoi? C'est de se renseigner, c'est quoi le message que tu pourrais faire passer? Est-ce que c'est important pour toi, vu que c'est un sujet qui te tient quand même à cœur? Tu me dis qu'il y a beaucoup de choses qui te révoltent. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent? En fait, dire aux gens, tout n'est jamais tout blanc ou tout noir, quoi. Dans chaque conflit, il ne faut pas dire, ok, l'autre est vraiment tout noir, l'autre est blanc, l'autre est noir. Non, chacun défend en fait ses intérêts, défend ses valeurs. Ouais. Voilà, il faut être plus ou moins, tout simplement humain, quoi. Pourquoi l'autre il se bat? Est-ce qu'il se bat pourquoi nous on va attaquer l'autre et l'autre n'a pas le droit de se défendre, quoi. Voilà. Donc lui s'il se défend, c'est qu'il est peut-être pas d'accord avec nos valeurs à nous. Pourquoi nous on va imposer nos valeurs pour que lui vive comme nous? Bref, c'est tellement complexe. Et tu penses que ça pourrait exister un monde sans guerre? Non, l'homme en lui-même, l'homme est un loup pour l'homme, je pense. Ça fait partie de la nature humaine. Ça fait partie de la nature humaine. C'est après chacun individuellement de prôner l'amour, de prôner le respect, la tolérance. Et c'est ça aussi le travail en fait de tout musicien, de tout artiste, tout promoteur de musique. Ouais. C'est créer des espaces de tolérance, de valeurs humaines, d'humanité. Voilà, Et c'est aussi du coup au final ce que tu fais toi au travers de ta musique, c'est dans mon petit dans mon petit espace, oui, et après je cherche pas à faire de la politique ou quoi que ce soit, je veux juste que les gens même le temps d'un week-end, le temps d'un événement qui déconnectent de tout ça, quoi. Ouais. Mais bon, la vie est belle quand même, hein. La vie est belle quand même. La vie est belle, oui. Tant qu'il y a de la musique, tant qu'il y a des gens bien autour de nous, la vie est belle. Le prochain événement, pour finir. Le prochain événement... C'est quoi? C'est quand? C'est où? Si jamais les gens ils veulent voir un petit peu ce qui va sortir bientôt, on mettra, je pense, dans le short de la vidéo, un lien, je pense, vers ton profil, où tu pourras même peut-être partager certains de nos contenus. C'est quoi les prochains événements qui sont attendus, que tu vas mettre en place? Si tu peux redonner les dates et ce qu'on doit attendre. Les prochains événements, donc le 11 octobre, donc la grosse garden party dans le secteur Saint-Gilles. Donc ça, c'est un événement vraiment pas loupé. Ça va être incroyable. Le lieu est déjà défini? Oui. Ok, ce sera... Tu sais pas encore, tu veux pas communiquer? Ça va sortir très bientôt. Ok, voilà, pour l'instant, on dit pas. Ouais, c'est ça. Et ensuite, en février, je parle vraiment des gros événements. Hein. Ouais. En février, le 5 et 6, donc Ravine-Saint-Leu, donc au jardin de la Ravine, le open air, avec en deux parties, Camarades et la Désinvolte le samedi, et la Somme spéciale, donc la 2S et Insolence nocturne le dimanche. Voilà. Ok.
Ça, c'est plus gros événements. C'est les gros events. Les gros événements. Et après, à côté de ça, du coup, tu prévois quand même de faire toujours des petits events à Bah, côté, oui, tout à fait. Mais pour Ça, l'instant, c'est comme ton- je dis, moi, je planifie pas. Tu suis le mood. Non, je planifie pas, mais je regarde un peu ce qui se passe, les spots disponibles, pas disponibles, Ouais. ce qu'il y a en face, ce qu'il n'y a pas en face. Et ça se trouve, voilà, ça se trouve dans un mois, on fera une pool party à couleur café. Voilà, entre Les temps. franchement, les pool parties, c'est bien. Ouais, c'est Ah magnifique. ouais, les pool parties, c'est Ouais. bien. Surtout quand il fait beau, t'as le temps qui va avec. Et ce que j'aime bien aussi, c'est comme tu disais, c'est petits comités. Ouais. T'as pas non plus 1000 personnes, quoi, tu vois. Ouais, 300, 400 personnes, c'est C'est bien, ça, c'est super. C'est ça. En plus, là-bas, le spot, il est bien. Hein. Il est Ouais. super bien, Ouais, le spot. ouais, là-bas. c'est un spot que j'adore. Et Ça, il faut refaire. je salue Linton, ma pote Linton, au passage. Merci d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous. Merci Eric, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Une dernière question. Est-ce qu'il y a un morceau qui te résume? Un morceau qui me résume. Ta vie, ton histoire? Oula. Tu peux prendre le temps de réfléchir, mais est-ce qu'il y a un morceau qui te résume? Non, mais il y a un Peut-être pas totalement, mais... non, mais par contre, il y a un morceau vraiment qui me transcende, c'est Talk, It's My Life. Ouais. Voilà. Et pourquoi? It's my- je sais pas, c'est un morceau que ça m'arrive des fois de l'écouter, jouer le vinyle et de pleurer dessus. Ouais. Voilà, ça me touche. Ça t'émeut? Ouais, il y a ça, il y a Sassochem aussi de Talk, c'est un groupe que j'adore. Et ces Ouais. deux morceaux-là, c'est deux morceaux mais qui me prend au trip, quoi. Est-ce que tu as un dernier message? Peut-être pour les gens qui te suivent, qui te connaissent, est-ce que tu aurais un message à faire passer du coup à ta communauté? Un petit message, directement? merci à tous ceux qui me suivent depuis des années, ceux qui découvrent mes soirées. Merci pour la fidélité, même ceux qui viennent plus, voilà, revenez, ça me fait plaisir de vous revoir. Et les gens qui découvrent, Avec grand plaisir. avec grand plaisir, bienvenue et un petit coucou à tous la camaraderie. Ouais. Voilà, qui m'aide beaucoup et qui me permet voilà, de souffler, de me reposer un peu et de planifier, on va dire, des événements de façon moins, on va dire, avec moins de charge mentale, moins de charge physique. Et c'est un gros luxe. Hein. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Souhaitez-moi bonne chance Bonne chance. et longue vie. Bonne chance et longue vie à Naya. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Et on partagera du coup les liens des événements, le profil de Naya dans la description pour ceux qui veulent le suivre. Et merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Ciao, ciao. Merci Naya. Merci.